Il disait qu'il était trop jeune, trop imprévisible, trop dangereux. Aujourd'hui, ils tremblent à l'idée que tout leur système s'effondre sous ses pas. Ibrahim Traoré, à la tête du Burkina Faso, ne joue pas selon les règles de Paris ou de Washington. Il les réécrit sous les yeux du monde entier, donnant naissance à une page inédite de l'histoire africaine. Dès ses premiers jours au pouvoir, il pose des gestes radicaux. Il nationalise les mines d'or, chasse les bases étrangères, tisse des alliances inédites avec ses voisins du Sahel. Ce ne sont pas de simples symboles, mais une cassure nette avec l'ordre imposé depuis l'indépendance. Pour bien saisir la portée de ces gestes, il faut revenir sur certains faits concrets. Par exemple, la mine d'or d'Essakane, jadis exploitée par de grandes sociétés canadiennes, passe sous contrôle burkinabé. Ce transfert de gestion ne s'est pas fait sans heurts, des négociations difficiles, des menaces de procès internationaux, mais aussi le soutien massif des ouvriers locaux, lassés de voir partir la richesse de leurs terres. En expulsant les bases françaises, Traoré a mis fin à une présence militaire continue depuis plus de 60 ans, une rupture qui rappelle l'expulsion des troupes américaines du Vietnam dans les années 70. Le monde observe, sidéré, un phénomène qui dépasse le simple remplacement d'un président. C'est une onde de choc qui fissure les fondations du système postcolonial ancré depuis des décennies. Un système qui, depuis la conférence de Berlin en 1884, avait enfermé l'Afrique dans un partage arbitraire, orchestré par des puissances étrangères. Ici se joue la plus vieille promesse du continent. Reprendre la souveraineté, contrôler ses richesses, rallumer l'espoir d'une jeunesse qui refuse de voir son avenir dicté d'ailleurs. Pour la première fois depuis longtemps, la rue burkinabé vibre d'un sentiment de fierté. Les parents racontent à leurs enfants comment, jadis, l'or du pays servait à financer des palais lointains alors que les villages manquaient d'écoles et d'eau potable. Aujourd'hui, ils espèrent de voir enfin ce trésor servir à nourrir, soigner, instruire leurs propres enfants. Mais le risque est immense. Cette flamme de renaissance peut se muer en incendie incontrôlable. En jeu, la dignité, l'or, la liberté, ou, à l'inverse, une rechute brutale dans la pauvreté et la désillusion. L'histoire regorge d'exemples où des révolutions populaires, faute de relais institutionnels solides, ont sombré dans le chaos. On pense par exemple à la Libye post-Kadhafi, où la chute du régime a laissé place à des années de guerre civile et de fragmentation territoriale. Traoré est-il le héros de la libération tant attendue, ou joue-t-il avec un feu qui pourrait tout consumer, même l'espoir ? Pour comprendre comment tout a basculé, il faut revenir au début de son ascension. Qu'est-ce qui a transformé ce jeune capitaine en symbole d'une rupture inédite ? Pourquoi l'Afrique, continent aux trésors innombrables, demeure-t-elle la plus pauvre de la planète ? Ce paradoxe n'est ni naturel ni fortuit. Il est le fruit d'une mécanique ancienne, méticuleusement maintenue par des forces de domination, visibles et invisibles, ancrées au cœur de l'ordre international. Prenons l'exemple du pétrole nigérian. Depuis plus de 50 ans, des compagnies étrangères fortes exportent, engrangent des profits colossaux. Pourtant, dans le delta du Niger, les populations vivent encore sans accès à l'électricité ou à l'eau potable. Le contraste est saisissant. Là où coule l'or noir, la pauvreté persiste. Pétrole, or, uranium, diamants, ces sols cachant des richesses convoitées depuis des siècles. Pourtant, la grande majorité des Africains survivent loin du seuil de décence, privés d'eau potable, d'écoles, d'hôpitaux. Comment expliquer un tel écart, sinon par un système où l'Afrique crée la richesse mais récolte la pauvreté ? Dans ce jeu cruel, chaque leader qui a voulu rompre ce cercle a payé cher. Patrice Lumumba, héros de l'indépendance congolaise, assassiné en moins de 2 années. Thomas Sankara, le président intègre du Burkina Faso, tué après à peine 4 années de réforme. Mouammar Kadhafi, éliminé pour avoir tenté d'unir financièrement le continent. La leçon est implacable. Réclamer la souveraineté sur les ressources dérange et expose à la violence. Prenons encore l'exemple du Ghana. Kwame Nkrumah, premier président du pays, nationalise les mines, lance des projets d'industrialisation et rêve d'une monnaie africaine commune. Résultat, il est renversé par un coup d'État appuyé par des puissances étrangères. Mais la domination ne s'exerce pas qu'avec la force. Elle s'insinue dans les sanctions, les pressions monétaires, les coups d'État téléguidés. Que l'Afrique tente d'exiger sa part, et surgissent menaces du FMI, embargo, intervention masquée. Ces représailles collectives visent à briser toute tentative d'insoumission, à rappeler que toute voix dissidente sera isolée, appauvrie, écrasée. L'exemple du Zimbabwe est frappant. Lorsque Robert Mugabe décide de redistribuer les terres aux agriculteurs autochtones, il subit une avalanche de sanctions économiques.
L'économie s'effondre, la monnaie s'écroule, et le pays devient un exemple brandi pour dissuader toute velléité similaire ailleurs. Au centre de cette toile, un autre acteur nourrit la dépendance. Les élites locales, parfois résignées, souvent complices. Ministres, présidents, hauts fonctionnaires, tous ceux qui préfèrent préserver leur confort plutôt que le destin du peuple. Ils signent des accords inéquitables, protègent les intérêts étrangers, sabotent toute rupture réelle. Le statu quo est entretenu par la peur, l'inertie ou la recherche du pouvoir personnel. Souvent, ces élites vivent dans des quartiers protégés, envoyant leurs enfants étudier à l'étranger et investissent leur argent dans des banques suisses. Cette déconnexion du quotidien de la majorité entretient la frustration et la défiance. Le cas du Congo-Brazzaville, où une poignée de familles contrôle la quasi-totalité des revenus pétroliers, illustre parfaitement ce mécanisme de confiscation de la richesse. Ce statu quo a un prix. Si rien ne change, l'Afrique restera piégée dans un cycle infernal. Exploitation, misère, instabilité, puis nouvelle exploitation. L'avenir de millions de jeunes se joue aujourd'hui. Continuer, c'est condamner des générations à subir plutôt qu'à agir sur leur histoire. Pourtant, un souffle nouveau s'élève du Sahel. Ibrahim Traoré, jeune leader du Burkina Faso, refuse ce destin dicté. Sa stratégie pour briser le piège post-colonial pourrait tout bouleverser. Saura-t-il déjouer la machine qui broie toute contestation ? Pour comprendre la portée de son défi, il faut plonger dans les racines du piège post-colonial. Retour sur les mécanismes qui ont enchaîné le continent et sur ce qui distingue Traoré de ses prédécesseurs. La résistance n'est pas qu'une pression extérieure. Une lutte féroce secoue le pays, de l'intérieur comme de l'extérieur. Sous le leadership d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso ose ce que d'autres n'osaient plus rêver. Les mines d'or, longtemps siphonnées par des intérêts étrangers, passent sous contrôle national. Les bases militaires françaises, symboles d'une tutelle persistante, sont sommées de partir. Les mercenaires opérant dans l'ombre reçoivent le même sort. La rupture avec la CEDEAO n'est pas qu'un geste diplomatique. C'est un séisme qui fait trembler tout l'équilibre régional bâti depuis plus de 50 ans. Pour illustrer la portée de ces actions, rappelons qu'en Afrique du Sud, la nationalisation des mines a été au cœur des débats post-apartheid. La différence majeure ? Au Burkina Faso, la décision est prise dans un contexte d'urgence, avec la volonté affichée de redistribuer les bénéfices à la population. Le gouvernement lance des audits publics et promet une transparence totale sur les recettes minières. Mais la révolution s'enracine plus loin. Traoré impulse une politique économique axée sur la souveraineté absolue. Priorité au contrôle local des ressources, transformation sur place et fin des exportations à vil prix qui jadis enrichissaient tant d'autres continents. Le but est sans détour, que la richesse extraite du sol burkinabé serve enfin à nourrir sa population, bâtir des infrastructures, créer des industries nationales. Pour concrétiser cette ambition, le gouvernement lance de nouveaux programmes de formation pour les jeunes ingénieurs, encourage la création de PME locales dans la transformation du coton et du sésame et investit dans la construction de routes reliant les mines au marché intérieur. Un plan similaire avait été tenté au Botswana avec les diamants, permettant au pays de devenir l'un des plus stables et prospères du continent. L'audace suscite la riposte. Les puissances occidentales, soutenues par certaines élites locales, crient à la dérive autoritaire. Les médias internationaux dénoncent l'isolement, l'instabilité, le danger d'un jeune dirigeant pour la stabilité régionale. Les menaces de sanctions économiques, de coupures d'aide, d'interventions déguisées se multiplient. En coulisses, les pressions deviennent sourdes, cherchant à diviser, à affaiblir, à saboter la dynamique. Les cas de la Côte d'Ivoire en 2010 et du Mali après 2020 témoignent de la rapidité avec laquelle la communauté internationale peut geler les avoirs, suspendre les aides ou encourager des actions de déstabilisation. Mais la rue, elle, s'enflamme. À Ouagadougou et dans toutes les grandes villes, des foules immenses se lèvent. Étudiants, ouvriers, paysans, jeunes, anciens, tous scandent d'une seule voix « Cette fois, c'est notre tour ». Sur les réseaux sociaux, la solidarité s'étend, traverse les frontières, galvanise la jeunesse de Bamako, Niamey, Dakar, Abidjan. Une Afrique connectée, debout, refuse de voir un nouveau Sankara sombrer dans l'oubli. Les scénarios de manifestations dépassent les frontières. À Bamako, des étudiants écrivent des lettres ouvertes de soutien. À Abidjan, des collectifs organisent des conférences pour débattre de la souveraineté monétaire. Même la diaspora, à Paris ou Montréal, mobilise des fonds pour soutenir des projets éducatifs au Burkina Faso. Face à l'isolement,
Traoré et ses alliés tracent une autre voie. Avec le Mali et le Niger, le Burkina Faso pose les jalons d'une alliance inédite. Partage de renseignements, défense mutualisée, projet de monnaie commune pour rompre la dépendance au franc CFA. C'est la naissance d'un bloc sahélien déterminé à commercer, se protéger, s'émanciper, selon ses propres règles, non plus celles dictées d'ailleurs. Pour rendre ce projet concret, un comité tripartite est créé pour étudier la faisabilité d'une monnaie régionale. Des experts économiques burkinabés, maliens et nigériens travaillant de concert, inspirés par l'exemple de l'Union européenne et sa monnaie unique. Des universités locales sont mobilisées pour former des cadres capables de gérer cette transition. Les enjeux sont vertigineux. Si la rupture réussit, une Afrique puissante et autonome surgit, prête à redéfinir sa place dans le monde. Mais si elle échoue, elle risque d'offrir à l'Occident la preuve qu'il attendait, celle d'un continent condamné à l'asservissement et à la tutelle. La partie se joue à quitte ou double, sous l'œil tendu de toute une génération. Mais dans l'ombre, un danger plus insidieux se profile. Tous ne sont pas prêts à laisser le Burkina Faso écrire seul son destin. Des groupes armés, parfois financés par des intérêts obscurs, tentent de semer la terreur. Des campagnes de désinformation circulent sur les réseaux sociaux, cherchant à diviser la population ou à discréditer les réformes. Si le pari de Traoré aboutit, c'est l'ordre mondial lui-même qui vacille. Mais s'il échoue, son exemple deviendra-t-il une inspiration ou un avertissement ? C'est ici que se joue l'avenir d'une génération entière, suspendue à une décision qui dépasse les frontières. Derrière le duel apparent, les anciennes puissances ne restent jamais passives. L'histoire africaine regorge d'embargos, de gels d'avoirs, de manœuvres de déstabilisation menées à distance, là où l'argent circule plus vite que les blindés. L'isolement financier, l'asphyxie économique, les menaces internes, autant d'armes prêtes à frapper dès que la souveraineté franchit la ligne rouge. Regardons de plus près l'exemple de la Guinée de Sékou Touré, qui dans les années 60 avait proclamé l'indépendance totale vis-à-vis de la France. La riposte fut immédiate. Retrait brutal de l'aide, sabotage de l'administration, campagne de désinformation. Aujourd'hui, le Burkina Faso avance avec la leçon de cette histoire. Diversifier ses alliances, renforcer son tissu social, anticiper les représailles. Mais cette fois, quelque chose s'est fissuré. De Ouagadougou à Paris, de Bamako à Londres, une jeunesse s'éveille, portée par un récit neuf. Sur les réseaux sociaux, dans les amphis, jusque dans les quartiers de la diaspora, le discours de Traoré ranime la fierté et l'audace. Pour la première fois, des millions de jeunes Africains se prennent à rêver d'un continent maître de ses ressources et de son destin. Thomas Sankara plane comme un fantôme lumineux. Il incarne la promesse d'une Afrique debout, mais rappelle aussi le prix du défi. Assassinat, trahison, restauration de l'ancien ordre. Sankara inspire, mais avertit. Sa leçon, sans soutien populaire, sans vigilance contre les coups de l'ombre, le rêve se brise. Ce qui inquiète le plus les puissances établies, ce n'est pas le chaos, mais la contagion. Si le pan modèle Traoré se propage, si d'autres nations osent la rupture burkinabé, c'est la carte même du pouvoir qui serait bouleversée. Personne ne veut d'un domino incontrôlable, ni à l'ouest, ni dans les grandes capitales africaines. Les exemples historiques abondent. Lorsque la révolution tunisienne a éclaté en 2010, personne n'imaginait que quelques mois plus tard, l'Égypte, la Libye, la Syrie seraient à leur tour emportées par la vague. Une contagion politique peut tout renverser. Le temps, lui, reste l'adversaire le plus redoutable. La jeunesse d'aujourd'hui protégera-t-elle Traoré, comme elle le clame dans les rues et sur la toile, ou l'abandonnera-t-elle, submergée par la lassitude ou la peur ? Les slogans ne suffisent de plus. Il faut tenir, bâtir, résister. Chaque journée gagnée sur la résignation pèse plus lourd qu'un discours viral. Pour que cet élan ne s'éteigne pas, il faudra transformer l'enthousiasme en engagement durable. Cela passe par la création de coopératives agricoles, d'associations de quartiers, de médias indépendants chargés de surveiller l'action publique. En Afrique du Sud, après l'apartheid, une vigilance citoyenne permanente a permis d'éviter certains pièges de la corruption et du népotisme, même si le chemin reste long. Ici se joue l'immense pari du continent, renaissance d'une souveraineté authentique ou perpétuation du désespoir. Entre l'espoir incandescent et la chute, la marge est infime, chaque geste, chaque minute compte. Mais la plus grande épreuve reste à venir. C'est maintenant que tout se joue, sous le regard du monde entier. Le destin du Burkina Faso pourrait bien annoncer celui de tout un continent. Au-delà des slogans, que faut-il retenir pour ne pas retomber dans les vieux pièges ? La révolution ne tiendra pas si elle reste prisonnière des symboles ou des discours flamboyants.
L'urgence, c'est de transformer l'élan populaire en structure capable de résister aux tempêtes. Première leçon, aucune victoire n'est durable sans institutions solides. Il ne suffit plus d'attendre un sauveur, aussi charismatique soit-il. Construire des lois, des règles et des cadres qui placent l'intérêt du peuple au-dessus des ambitions individuelles. Voilà la clé. Une souveraineté ancrée dans des systèmes survit à toutes les crises. Prenons l'exemple du Rwanda après le génocide. La reconstruction du pays ne s'est pas faite grâce à un homme providentiel, mais par la mise en place de tribunaux populaires, les Gakaka, d'un parlement actif, d'un système de santé communautaire, autant de piliers qui empêchent pour le retour en arrière. Deuxième pilier, investir chaque jour dans l'éducation, l'industrie locale, la sécurité gérée par les communautés. Une nation qui forme ses propres ingénieurs, transforme ses ressources sur place, protège ses villes et campagnes avec ses propres forces, n'est plus à vendre. Cette révolution semble simple, mais elle exige patience et vigilance, car elle avance à petits pas. Au Burkina Faso, des programmes pilotes voient dans le jour. Dans certaines régions, des écoles techniques de forment de jeunes filles à la mécanique ou à l'agrotransformation. Des brigades citoyennes participent à la sécurité des quartiers, en collaboration avec la police locale. Ce sont des initiatives modestes, mais qui prouvent que le changement ne peut venir que du terrain. Troisième point, surveiller qui frappe à la porte. L'ingérence étrangère ne porte plus d'uniforme. Elle se dissimule sous des contrats, des aides ou des ONG. Chaque alliance, chaque accord doit être examiné minutieusement. Ce qui brille comme une opportunité peut masquer un piège. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, nombre d'accords de partenariat pour le développement ont permis à des sociétés occidentales de racheter discrètement des terres agricoles. Au Kenya, la vigilance des citoyens a permis d'annuler un accord qui aurait bradé des milliers d'hectares à une compagnie étrangère pour une somme dérisoire. Mais la force principale, c'est le peuple lui-même. La mobilisation citoyenne ne se limite pas aux grandes marches. Elle demande une vigilance continue, la capacité de raconter sa propre histoire et de tisser des liens avec d'autres peuples du continent ou de la diaspora. Plus l'Afrique saura parler d'une voix forte, plus il sera difficile de l'isoler ou de la manipuler. À cet égard, la multiplication de médias indépendants, la production de films documentaires sur l'histoire africaine, l'organisation de festivals panafricains jouent un rôle crucial. Ils permettent de forger une conscience collective, de transmettre les leçons du passé et d'inspirer la solidarité au-delà des frontières. Enfin, il faut se le rappeler, la souveraineté ne se donne jamais. Elle se conquiert et se défend à chaque instant. Elle n'est ni écrite dans la Constitution, ni garantie par les discours, mais par l'action, l'adaptation et l'unité face à la pression. Voilà l'enjeu. Soit cet élan s'enracine dans le réel et survit au choc, soit il sera détourné ou brisé par ceux qui refusent de perdre le pouvoir. Mais la route est semée d'embûches, et la moindre faille risque de tout faire basculer. À quoi ressemblera le prochain test de cette souveraineté retrouvée ? Le monde observe. Et vous, que ferez-vous lorsque l'Afrique décidera enfin de saisir son destin des mains qui le retiennent ? Trop longtemps, la souveraineté africaine fut un mirage, étouffé par des puissances qui commandent, sanctionnent, exploitent. Aujourd'hui, ce rêve bâillonné devient cri. Ibrahim Traoré n'est ni légende ni illusion. Il incarne l'alarme qui secoue le Sahel et éveille la diaspora. Voici le carrefour inattendu. Un jeune homme qui refuse la soumission, qui brise les chaînes invisibles de la dépendance, qui appelle toute une génération à ne plus subir. Ce n'est plus une histoire de drapeau ou de slogan. C'est la scène où se joue le droit d'écrire la suite de l'histoire africaine et de décider qui aura le dernier mot. Prendre part, c'est refuser d'être le témoin passif d'un éternel recommencement. Prendre part, c'est reprendre la dignité, la richesse, l'autonomie promise, puis voler. Se taire, c'est laisser la roue tourner. Espoir brisé, asservissement qui recommence, désillusion gravée au cœur. La tentation du renoncement rôde. On vous répétera que rien ne change jamais, que l'Afrique est vouée à l'instabilité ou à la domination. Mais chaque révolution commence par une question simple. Et si, cette fois, nous allions jusqu'au bout ? Le choix est collectif, à portée de clics, de mots, de gestes. Soutenir, débattre, dénoncer, bâtir. Car la souveraineté n'est pas qu'un cri lancé au vent, c'est un engagement ferme, une vigilance de chaque instant, la volonté de refuser l'injustice comme fatalité. Les puissances du monde observent, nerveuses. Les anciennes métropoles, les financiers, les élites locales, tous scrutent le moindre doute. Mais ils redoutent surtout une chose, que la rue, la diaspora, la jeunesse refusent enfin d'être spectateurs. Que le peuple, cette fois, se lève pour écrire sa propre histoire. La révolution burkinabé sera-t-elle une flamme éphémère ou l'étincelle d'un feu libérateur ?
À vous de trancher. À vous d'agir. L'histoire reste à écrire. Ce qui se joue maintenant dépasse le Burkina Faso. C'est le sort d'une génération entière, peut-être d'un continent, qui se forge